Je me souviens encore du froissement du papier aluminium lorsque j'ai posé une plate chaude sur le comptoir de leur cuisine. Gratin dauphinois, le préféré de ma fille Camille, parce qu'elle avait eu une semaine difficile avec les enfants. Je n'avais pas besoin qu'on me le demande, jamais. S'il y avait quelque chose à faire, j'étais là, clés en main, plate dans le coffre, prête à combler les brèches que la vie laissait dans leur quotidien. C'est ce que font les mères, ou du moins, c'est ce que je me répétais chaque fois que j'annulais mes propres sorties pour garder les enfants, que je jonglais avec mes factures pour les aider à payer les lieux, ou que je restais silencieuse lorsqu'une simple merci ne venait jamais. Je ne voulais pas de louanges. Je ne cherchais pas les applaudissements. Tout ce que je voulais, qu'était faire partie de la vie que j'avais aidé à bâtir. Je m'appelle Geneviève Lemoine. J'ai 74 ans, et je suppose que ce que je suis en train d'admettre, enfin, c'est que j'ai bâti ma valeur autour du fait d'être indispensable. Et quelque part en chemin, j'ai cessé de voir quand ces besoins est devenu une attente, quand l'amour s'est transformé en obligation, quand ma présence est passée d'un cadeau apprécié à une évidence attendue. C'est peut-être pour que je n'ai pas douté une seconde, cet après-midi de jeudi, quand Camille m'a envoyé un message pour annuler le dîner familial. Paul, son mari, ne se sentait pas bien, m'a-t-elle dit. Je n'ai pas demandé de détails, je n'ai pas insisté. J'ai simplement préparé une soupe de légumes maison et je l'ai déposée devant leur porte, avec un petit mot. Remets-toi bien, gros bisous. Je ne savais pas encore que tout allait basculer, qu'un simple mensonge allait tirer le fil d'une vie entière que j'avais tissée autour d'eux. Mais en y repensant, je crois qu'une partie de moi savait déjà. Parce que je n'ai pas pris le chemin direct du retour. J'ai fait un détour. J'ai rebroussé chemin. J'avais besoin de voir par moi-même. Il est arrivé à 1542, alors que je repliais une tasse de serviettes encore tièdes sorties du sèche-linge. Le nom de Camille s'affiche sur l'écran de mon téléphone, et j'ai souri avant même de lire le message. Les jeudis, qu'était notre tradition. Rien d'extraordinaire, juste un dîner simple, chez eux, tous les quatre, comme chaque semaine depuis que les petits sont maternels, qu'était devenu mon moment préféré. J'apportais souvent le dessert, parfois je cuisinais le plat principal, et j'adorais m'asseoir à côté de mes petits fils pendants, qu'ils me racontaient leur journée d'école, leurs jeux, ou leur dernier dessin animé. Le message était court. Coucou maman, on va devoir annuler pour ce soir, pour les patraques. On se rattrape bientôt, pas d'emoji, pas de chaleur particulière, juste quelques mots. Je l'ai relu une deuxième fois, puis j'ai répondu. Bien sûr, j'espère qu'il ira vite mieux. Tu me dis si vous avez besoin de quelque chose. J'ai ajouté une petite couleur, comme toujours, puis pose le téléphone sur la table de la cuisine. Je devais me sentir normale. Après tout, quand arrive, les gens tombent malades, les plans changeant, mais quelque chose clochait, qui était peut-être le ton du message, ou le fait que Camille appelait d'habitude quand elle annulait. Elle savait à quel point je tenais à ces dîners. Pourtant, j'ai repoussé cette impression. Je me suis dit que j'étais trop sensible. J'ai fini de plier les serviettes, les arranger, et j'ai tenté de passer à autre chose, mais les vieilles habitudes ont la peau dure, et la mienne qu'était de prendre soin. En moins d'une heure, une soupe mijotée sur ma cuisinière, une soupe de légumes toute simple, rien de lourd. Je l'ai versée dans une boîte hermétique, ai collé un petit mot dessus, et pris la route vers leur quartier. Le soleil commençait à se coucher derrière les toits, et pendant un moment, j'ai retrouvé le sentiment que j'aimais tant. Être utile, être présente dans leur quotidien, même de manière discrète. En arrivant devant leur maison, je me suis garée le long du trottoir et j'ai déposé la soupe sur le pas de la porte. Les lumières à l'intérieur étaient allumées, ce qui ne m'a pas surprise au début. Mais alors que j'ai tourné les talons pour repartir, un son m'a arrêté net. Des rires, pas la télé, pas les enfants, des rires d'adultes, chauds, vrais, entrelacés dans une conversation animée. J'ai hésité, l'estomac serré non pas de suspicion, mais d'un pressentiment douloureux. J'ai fait demi-tour. J'ai traversé la rue et me suis arrêté derrière un arbre, juste en face de leur grande baie vitrée. Je ne sais même pas comment je suis arrivé là, mes jambes avaient sans que je les commande. Et je l'ai vu, la table dressée, les bougies allumées, les assiettes bien remplies,
Camille sortait une salade de la cuisine, Paul riait fort, bien installé en bout de table, les enfants, joyeux. Et les parents de Paul, assis exactement à ma place. Je suis restée la plus longtemps que je ne l'aurais dû, immobile comme figée dans le thème. À travers la vitre, je regardais ma propre famille rire, discuter, partager un repas autour d'une table que j'avais mise tant de fois. Le tintement des couverts, les éclats de voix familières. Tout cela m'aurait réchauffé le cœur si je n'étais pas dehors, invisible à leurs yeux. Que n'était pas un oubli, ce n'était pas une négligence, qu'était une décision, et elle m'a transpercé sans un mot. Je voulais croire que ce n'était qu'un malentendu, une improvisation de dernière minute. Peut-être que Paul s'était soudainement senti mieux et qu'ils n'avaient pas pensé à me prévenir. Peut-être. Mais cette impression tenue, ces petits frissons d'instinct maternel que j'avais si souvent suivis, grandissaient doucement. Ce n'était pas une erreur, qu'était une exclusion assumée, et la différence changeait tout. Je suis retournée vers ma voiture d'un pas lent, presque flottante, les images que je venais de voir encore imprimées sur ma rétine. Je me suis assise derrière le volant, les clés dans les mains, sans démarrer. Mes mains, rides, marquises par le temps, m'ont soudain semblé étrangères. Ce sont elles qui avaient bercé Camille, qui avaient préparé des repas, noué des échappes, nettoyé des lames, payé des factures. Ces mêmes mains qui avaient écrit un chèque le jour de la signature de leur maison, sans que personne ne le demande. Et ce soir-là, ces mains-là n'avaient pas été conviées. Les larmes sont venues toutes seules, lentes, discrètes, silencieuses, pas de sanglots, pas de colère bruyante. Juste un trop plein que mon corps ne pouvait plus contenir. Je n'ai pas de marre tout de suite. J'ai pris le temps de laisser cette peine exister, de la reconnaître, de comprendre ce qu'elle me disait. Quand je suis rentrée chez moi, la maison était froide et sombre. J'ai déposé mon sac, enfilé un gilet, et me suis installée à la table de la cuisine sans allumer la télévision. Je ne voulais ni bruit ni distraction, seulement du silence. Puis, comme il me part un geste ancien, presque automatique, je me suis levée et suis allée vers le placard du couloir. Là, sur l'étagère du haut, se trouvait une boîte en métal gris. Personne ne savait ce qu'elle contenait. Moi seule l'avais remplie, année après année, sans jamais en parler. Elle était lourde, pas à cause du métal, mais de tout ce qu'elle symbolisait. Je l'ai posée sur la table avec soin. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais en faire. Mais je savais ceci, si ma présence ne comptait plus pour eux, alors il était temps de me demander pourquoi elle avait toujours compté autant pour moi. Le lendemain matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Non pas parce que j'étais bien reposée, mais parce que le sommeil avait été léger, parsemé de pensées tournantes en boucle. J'ai préparé mon café sans allumer la radio, sans ouvrir les rideaux. J'ai laissé le silence remplir la pièce, un silence différent de celui de la veille. Pas vide, réfléchi, lucide. Je n'arrivais pas à chasser l'image de la veille au soir, la table, les visages, la chaleur. J'entendais encore les rires, et je revoyais très distinctement les gestes familiers que Camille faisait en servant le plat, comme si ma place n'y avait jamais été, comme si mon absence n'avait rien dérangé. Cette vision me suivait partout dans la maison. Elle collait à mes espaces. Je n'ai parlé à personne de ce que j'avais vu, pas par honte, mais parce que je n'avais personne à qui le dire réellement. Avec le temps, j'avais laissé éloigner les amies du club de lecture, les voisines qui m'invitaient parfois pour un café. Même ma cousine Elise qui, pourtant, m'appelait chaque trimestre comme une horloge. Tout cela pour rester disponible. Pour eux, et en retour, je m'étais effacée lentement, persuadée que je le faisais par amour, convaincue que c'était normal. Je suis retournée à la boîte en métal, celle posée sur la table depuis la veille. Je l'ai ouverte sans hésiter cette fois, en sortant les dossiers un à un. Chaque pochette avait une étiquette soignée, une pour les frais de scolarité de mes petits fils, que j'avais couverts pendant les années d'incertitude professionnelle de Paul. Une autre pour l'acte de propriété de leur maison, que j'avais signé avec eux pour garantir le prêt.
Paul avait appelé qu'à une coupe de pouce temporaire. Camille m'avait promis que ce serait réglé en un an, qui était il y a 6 ans. Puis je suis tombée sur la preuve du prêt médical que j'avais pris en mon nom, discrètement, lorsque la mère de Paul avait eu besoin d'une opération d'urgence. Camille pleurait au téléphone, m'appelant sa bouée de sauvetage, mais jurant qu'elle ne l'oublierait jamais. J'avais cru. J'avais même écrit le numéro de prêt sur un post-it, me disant que je le jetterais quand ils commenceraient à me rembourser. Ce moment n'était jamais venu. Chaque document que je sortais me racontait la même histoire. J'avais été le soutien discret, le pilier invisible, non pas un membre de la famille, mais une infrastructure, et personne ne regarde les fondations tant que les murs tiennent debout. Je n'ai pas ressenti de colère, pas cette fois. J'ai ressenti de la clarté, une lucidité que je n'avais jamais autorisée. Je n'étais pas indispensable, j'étais utile. Jusqu'au jour où ils ont décidé qu'ils n'avaient plus besoin de moi. J'ai refermé la boîte avec lenteur. J'avais la preuve, j'avais la vérité. Ce n'était plus une intuition, c'était un constat. Maintenant, il fallait décider quoi en faire. Ce matin-là, je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas mis de musique pour combler le vide. J'ai simplement pris une grande respiration et me suis dirigé vers mon bureau. L'ordinateur s'est allumé dans un léger grincement familier. Je n'ai pas hésité, pas de tremblement, pas de colère dans le ventre, juste un calme plat, presque méthodique. Je me suis connecté à ma banque en ligne. Les prélèvements automatiques s'y affichaient comme d'habitude, la mensualité du prêt immobilier, la participation à l'école privée des enfants, la carte de courses que j'avais fait ouvrir à Camille Douans plus tout ce que j'avais mis en place pour alléger leur quotidien, je les supprime. Un clic à la fois, une confirmation après l'autre. Et puis plus rien, le flux s'est arrêté, ce n'était pas un cri de guerre, c'était une fermeture de robinet. Je suis ensuite allé chercher le petit carnet dans le fond de la boîte métallique. Celui où j'avais noté tous les mots de passe, les accès aux comptes que j'avais créés pour eux, les informations médicales, les codes du fournisseur d'électricité, du portail des impôts, tout ce que j'avais organisé à leur place pour que ce soit plus simple. J'ai tout modifié, mes coordonnées, mes autorisations, mes accès. J'ai laissé ce qui leur appartenait, mais j'ai repris ce qui était à mon nom, puis j'ai pris mon téléphone et appelé mon notaire. Une femme sérieuse, gentille qui m'avait déjà accompagné quelques années plus tôt pour rédiger mon testament. Elle m'a tout de suite reconnue. Madame Lemoine, quel plaisir de vous entendre. Tout va bien? J'ai répondu calmement. Oui, tout va bien. Je suis hâte juste de mettre quelques documents à jour. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour la semaine suivante. Elle n'a pas insisté, n'a posé aucune question, et je l'en ai remercié intérieurement. L'après-midi même, j'ai envoyé le message, celui que j'avais rédigé la semaine précédente, sans jamais avoir eu le courage de le transmettre. Je n'y ai rien changé, pas un mot. J'ai vu le dîner. Ne t'inquiète pas, je ne serai plus un poids. Pas d'explication, pas de colère, juste une vérité déposée là, comme on referme une lettre sans la signer. J'ai ensuite posé le téléphone, l'ai mis en mode silencieux et l'ai laissé sur la commode de l'entrée. Non pas pour fuir leur réaction, mais parce que je n'avais plus besoin de l'entendre. Je n'attendais rien. Ce qui devait venir viendrait, mais désormais, ce ne serait plus sur mes épaules. Je venais de lâcher un fardeau que j'avais porté bien trop longtemps. Le silence qui suivit fut immédiat. Aucune réponse, aucun appel manque. Même pas un point de suspension sur l'écran. Je restais un moment à observer le téléphone pose sur la console, comme s'il allait soudainement vibrer, me rappeler que j'existais encore dans leur monde. Mais non, juste un vide, net et propre, comme une porte refermée sans bruit. Je suis allé arroser le jardin. Les hortensias commençaient à fleurir. Leurs pétales d'un rose pâle penchaient sous le poids de la rosée. J'ai taillé les rosiers, balayé l'allée, rempli l'abreuvoir pour les oiseaux. Des gestes simples, ancrés dans un présent qui n'avait plus besoin d'attendre que le passe se fasse pardonner. Ce n'est qu'un début de soirée que le téléphone s'allume.
Le nom de Camille s'affiche, lumineux, insistant. Je l'ai laissé sonner, une fois, 2 fois, 4 fois en une heure. Elle a fini par laisser un message vocal. Maman, je sais pas ce que tu as vu, ou cru voir, Paul n'allait pas très bien au départ, et on a quand même fait un petit dîner avec ses parents. Rien de formel. Je ne voulais pas te déranger. Rappelle-moi, s'il te plaît. On peut en parler. Je l'ai écouté 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Plus tard dans la soirée, c'est Paul qui a appelé. Savoir que je n'avais pas entendu depuis des mois s'est imposé dans le haut-parleur avec cette fermeté déguisée qui m'avait toujours mis mal à l'aise. Geneviève, je ne sais pas à quoi tu joues, mais tu réagis de façon excessive. On est reconnaissance, d'accord? Mais parfois, les gens ont besoin de respirer un peu. C'est pas personnel. Tu as toujours été très présente. Ce n'était qu'un dîner. Ce n'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde. Voilà comment il voyait les choses. Un simple oubli. Un dîner de rien du tout. Ce que j'avais ressenti au fond de moi. Ce que j'avais vu de mes propres yeux. Ce n'était qu'un incident sans importance pour lui. Il ne comprenait pas que ce n'était pas le repas en lui-même, mais l'évidence qu'on avait faite sans moi, sans même y penser. Je n'ai pas eu besoin d'en entendre plus. J'ai compris que qu'il ne disait pas. J'étais devenu de trop. Une présence que n'était tolérée par habitude, mais jamais réellement désirée. Alors j'ai respecté ma parole. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas cherché à justifier, à expliquer, à les épargner de ce qu'ils m'avaient fait sentir. J'ai laissé le silence parler à ma place. Et dans ce silence, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Un calme, un début d'espace. Non pas celui qu'on me laissait à contre-cœur, mais celui que je m'accordais enfin. Au bout de 3 jours, le silence est devenu quelque chose de vivant. Il remplissait la maison comme un soufflet ancien revenu s'installer. Il n'était ni pesant, ni triste. Il était là simplement, présent. Et avec lui les appels, d'abord fréquents, puis espacés, Camille essayait toujours, mais différemment. Elle envoyait maintenant des messages écrits, des phrases brèves, des ordonnées. Maman, réponds-moi s'il te plaît. Je ne voulais pas te blesser. Je ne sais plus quoi faire. Je lisais chaque mot, les yeux calmés, le cœur tranquille. Je ne répondais pas, non pas par vengeance, mais parce que je n'avais plus rien à dire. La vérité avait été déposée, nue, sans embellissement. Et ce que je refusais, c'était de revenir en arrière, là où on faisait semblant. Paul, lui, n'a plus rappel, et je n'en fus pas étonné. Il n'avait jamais été du genre à insister. Il avait toujours gardé cette distance polie, cette manière d'être présent sans se mêler, sauf quand il s'agissait de prendre. Les rares fois où il m'avait remercié avaient sonné comme des obligations. Avec le temps, j'étais devenue une commodité silencieuse, non un membre de la famille. Le dîner en fut la preuve. Je n'étais plus un repère, j'étais devenue une option. Au 4e jour, Camille s'est présentée devant ma porte. J'ai entendu la voiture, l'espace nerveux sur les dalles, le coup contre le bois que je connaissais par cœur. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'étais dans mon fauteuil, un livre ouvert sur les genoux, même si je ne lisais pas vraiment. Le coup a retenti une 2e fois, plus forte, puis sa voix. Maman, je sais que tu es là. S'il te plaît, ouvre. On doit parler. Je suis restée immobile. Mon cœur battait un peu plus vite, mais pas par peur. Plutôt comme avant une vérité importante, qu'on s'apprêtait à affronter. Elle est restée 2 minutes, peut-être 3. Puis j'ai entendu la voiture redémarrer. Le soir même, un dernier message. Je ne sais plus quoi faire. Je suis désolée. Dis-moi comment réparer. Je l'ai lu lentement. Puis j'ai éteint le téléphone, pose doucement sur la table. Ce n'était parce que je ne ressentais pas sa peine. Je la croyais sincère. Mais ce n'était pas la même peine que la mienne. Elle pleurait d'être prise en faute. Moi, j'avais pleuré d'être effacée. Et cela, elle ne le comprenait pas encore. Je n'avais plus envie d'expliquer. Je n'étais plus là pour apaiser la panique. Cette fois, ce serait à elle de rester dans l'inconfort. Parce que moi, j'en sortais enfin. Une semaine s'écoula avant que je ne la voie de nouveau. Elle arriva un après-midi, sans prévenir, comme la fois précédente. Mais cette fois, j'ouvris la porte. Camille se tenait là, les mains serrées autour de son téléphone, les yeux déjà emboués.
Elle ressemblait à la petite fille qu'elle avait été autrefois, celle qui venait me chercher du regard après une bêtise, espérant une tendresse au lieu d'un reproche. Est-ce que je peux entrer? Demanda-t-elle, la voix basse. J'ai hoché la tête, je me suis écartée. Elle est allée s'asseoir dans la cuisine, pas à notre table habituelle, celle où nous prenions le dés en remplissant les formulaires d'inscription ou en parlant des enfants. Elle s'est assise plus loin, un peu raide. Moi, je suis restée debout, adossée au comptoir. Je ne savais pas quoi faire. Tu ne répondais plus. Je ne savais pas si tu étais en colère ou si tu avais décidé de nous oublier. Je l'ai laissé parler. J'attendais que les mots sautent, que l'émotion passe. Puis, quand le silence est revenu, je me suis exprimée. Doucement, pas avec violence, juste et avec certitude. Je ne suis pas en colère, Camille, je suis lucide. Elle a relevé les yeux. Lucide? Tu m'as dit que le dîner était annulé, que Paul ne se sentait pas bien. J'étais cru, et puis, j'ai vu la vérité. J'ai vu la table dressée, les bougies allumées, les rires. J'ai vu mes petits enfants. Tes beaux-parents à ma place, et toi, en train de sourire comme si rien ne manquait. Ce n'était pas un oubli, c'était une décision. Camille détourna le regard, les yeux rouges de honte. Elle voulut répondre, mais je levai une main, sans agressivité, juste pour qu'elle m'écoute jusqu'au bout. Je ne vais pas me battre pour être tolérée. Je l'ai fait trop souvent. Je ne vais plus demander ma place à une table où l'on me fasse sans même s'en rendre compte. Mais ce n'était pas contre toi, murmura-t-elle. Paul se sentit mieux et ses parents étaient déjà là. On improvise. Je lui ai adressé un regard calme. Ce n'est pas le dîner en lui-même, Camille. C'est la facilité avec laquelle vous avez choisi de ne pas me prévenir. La légèreté avec laquelle ma présence a cessé d'être essentielle. Elle s'est effondrée en larmes, la tête entre les mains. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je ne lui ai pas tendu de mouchoir. J'étais à elle de porter cela maintenant. Je n'étais plus là pour adoucir les angles, ni pour justifier ma peine. Ce jour-là, j'ai simplement dit la vérité, sans crier, sans trembler. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti l'air entrer pleinement dans mes poumons. Après la visite de Camille, la maison est restée silencieuse, pas d'un silence pesant, mais d'un calme presque réparateur. Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais plus le vide comme une absence, c'était devenu un espace pour moi. Ce soir-là, en rangeant de vieux papiers, je suis tombée sur une enveloppe coincée entre deux catalogues. C'était une vieille invitation du club de lecture auquel j'ai participé autrefois. Avant les enfants, avant les appels de dernière minute, avant les soupers annulés, les dates étaient dépassées, mais le numéro de téléphone en bas était encore lisible. Je suis restée un moment à fixer ces bouts de papier, les souvenirs remontant par vagues, les débats passionnés autour d'un roman, les biscuits faits maison, les éclats de rire dans le salon de Denise. J'ai appelé ce soir-là, la ligne a sonné 2 fois. Allô? Dit une voix que je reconnus aussitôt. Denise, c'est Geneviève Lemoine. Un silence de surprise, puis une chaleur immédiate. Geneviève, mon Dieu, quelle joie d'entendre ta voix. Tu sais qu'on parlait encore de toi. Il y a ta place ici, tu sais. Elle t'attend. J'ai souri, les yeux un peu humides. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais partie si longtemps. Elle ne m'a pas demandé d'expliquer mon absence. Elle m'a seulement dit qu'elle se réunissait un mardi prochain, mais meilleur, mais mieux, un roman sur les mères et les filles, justement. L'ironie ne m'a pas échappé. Le mardi venu, j'ai mis un pull vert que je n'avais pas porté depuis des années. C'est lui qui me fait sentir vivante. J'ai préparé des biscuits au beurre et je suis arrivée un peu en avance. Denise m'a accueilli comme si j'étais partie la veille. Une tasse de m'attendait déjà. Je ne parlais pas beaucoup au début. Je laissais les autres discuter, écouter leurs opinions, leurs rires, leurs silences partagés. Puis, sans m'en rendre compte, j'ai glissé une remarque sur un personnage. Denise a éclaté de rire. Les autres ont acquiescé. Et moi, j'ai retrouvé ma voix, ma vraie voix. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, je ne me sentais pas seule. Je me sentais ancrée, apaisée, reconnue, sans avoir eu besoin de m'excuser pour exister. Le lendemain matin,
J'y déroule une vieille carte routière sur la table de la cuisine, celle d'un petit village côtier que j'avais visité autrefois. Je me souvenais de l'odeur de l'air marin, du bleu de la mer, du calme des ruelles. J'y passe mon doigt sur la route qui y menait. J'y entoure le nom au crayon. Ce n'était pas encore un départ, mais c'était une possibilité, un cap, quelque chose de nouveau, et rien que ça, qui était déjà une liberté. Je n'ai rien dit à personne, je n'ai laissé ni message ni note. J'ai simplement réservé une chambre d'hôte en bord de mer, à quelques heures de route de chez moi, 3 nuits, juste assez pour voir, pas une fuite, pas une décision définitive, juste un essai, une respiration loin du bruit de la tente. La route m'a apaisé, les champs ouverts, les collines doucement arrondies, les villages tranquilles où les volets colorés bataillent doucement sous le vent. J'ai roulé sans hâter, les mains légères sur le volant, la radio en sourdine, et quand j'ai aperçu l'océan, au détour d'un virage, mon souffle s'arrête une seconde. L'horizon m'a semblé plus vaste que ce que j'avais cru possible. La propriétaire de la chambre d'hôte s'appelait Marianne. Elle avait les cheveux gris attachés en chignon et un sourire franc. Elle m'a mené jusqu'à une petite chambre sous les combles, avec une fenêtre donnant directement sur la mer. Le matin, le soleil arrive par ici. Vous verrez que c'est qu'elle ne révèle pas trop fort, m'a-t-elle dit. Elle n'a pas commenté le fait que j'ai voyagé seule, et pour cela, je lui ai été reconnaissante. Ce soir-là, j'ai dîné dans un petit restaurant à côté de la librairie du port. La serveuse, une jeune femme aux boucles brunes, m'a demandé si j'attendais quelqu'un. J'ai répondu non, avec un sourire tranquille. Elle a posé une assiette et un verre de vin avec autant de soin que si j'avais été une habituée. J'ai commandé une soupe de poisson, un pain encore chaud, et je me suis régalée comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Autour de moi, les voix basses, le cliquetis des couverts, les rires discrets. J'étais entourée, mais je n'étais redevable à personne. Le lendemain, j'ai poussé la porte d'une agence immobilière. Un simple regard. Pas une urgence. Le jeune homme derrière le bureau m'a proposé de visiter 3 maisons. Des petites bâtisses simples, pas loin de la plage. La dernière avait un jardin minuscule avec des lavandes en fleurs et un coin lecture près de la cheminée. Je ne me suis pas projetée, pas encore, mais je me suis autorisée à imaginer. L'après-midi, j'ai marché pieds nus sur le sable, mes chaussures à la main, le vent sur mes joues. J'ai écouté les mouettes, les vagues. J'ai senti en moi une paix nouvelle, douce, lente, comme si mon corps s'accordait enfin à mon esprit. Je n'étais pas venu pour disparaître. J'étais venu pour me retrouver, pour me souvenir que j'existais en dehors des rôles qu'on m'avait assignés. Et qu'il n'est jamais trop tard pour inventer un nouveau chapitre, rien qu'à soi. À mon retour, la pile de courrier sur la commode était haute. Parmi les enveloppes, il y avait une carte d'anniversaire des petits, envoyée par l'école, un dessin imprimé, quelques mots griffonnés à la hâte. Rien de personnel, rien de. C'était la première fois que je ne leur avais pas téléphone le jour même. Il y avait aussi un message vocal de Camille, date du 2e jour de mon absence. Sa voix était tremblante. Elle disait qu'elle espérait que j'allais bien, qu'elle regrettait, qu'elle se rendait compte que les enfants demandaient après moi. Elle ne savait pas quoi leur dire. Je n'ai pas rappelé. Je me suis assise avec un de fumant dans les mains et j'ai regardé mon salon. Il avait changé. Pas dans son apparence, mais dans sa présence. Il n'était plus un lieu d'attente. Il était devenu un lieu de repos. Je n'étais plus tourné vers eux. J'étais revenu à moi. Paul n'a jamais rappelé. Pas même un mot. Je ne m'en étonnais pas. Je savais depuis longtemps qu'il n'avait jamais vraiment eu de place pour moi dans son monde. J'avais été utile. Jamais essentiel. Ma discrétion, mes gestes, mon aide, tout avait été pris sans être vu. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était pire, c'était de l'indifférence. Quelques jours plus tard, Camille a envoyé un nouveau message, plus direct, presque inquiet. Tu as voulu noter? Tu as changé quelque chose? Il faut qu'on parle. C'était la première fois qu'elle évoquait l'idée que ma prise de distance pouvait être concrète, administrative, irréversible. Et soudain, sa panique n'était plus centrée sur notre lien, mais sur ce qu'il risquait de ne plus représenter. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin d'expliquer mes décisions. Le passé les justifiait,
Le présent les confirmait, j'avais envoyé les cartes d'anniversaire, manuscrites, sobres, avec quelques mots tendres, pas d'argent, pas de promesses de visite, juste un rappel de mon affection libre, sans attachement force. Camille a publié des photos du dernier anniversaire sur les réseaux. Tout le monde y était, sauf moi. Il y avait des ballons, un gâteau, les parents de Paul, souriant, bras autour des enfants, comme si ma place n'avait jamais existé. Ce n'était pas une absence remarquée, qu'était un oubli parfaitement intégré. Cela aurait dû me briser, mais non. Cela m'a libéré. Ce que j'avais donné toutes ces années n'était pas quantifiable. Ce n'était pas le montant sur les chèques ni les heures de garde, qui était de l'amour. Et l'amour offert sans retour finit par s'user. Il ne s'éteint pas d'un coup. Il se dissout lentement, dans le silence et l'indifférence. Et un jour, il ne reste plus rien à sauver, sauf soi-même. Cet hiver-là, j'ai acheté une nouvelle table. Rien de grand, juste une petite table ronde, en bois fonce, avec un vernis satin et des pieds légèrement incurvés. Je l'ai trouvée dans une brocante à une trentaine de kilomètres, derrière un vieux tourne-disque et un lot de chandeliers ternis. Le vendeur, un monsieur à la moustache grise, m'a proposé de la porter jusqu'à la voiture. J'ai refusé poliment. Je n'étais capable. De retour chez moi, je dégage le coin près de la fenêtre de la cuisine, là où la lumière du matin est la plus douce. Je pose la table avec soin et ajoute deux chaises, pas pour recevoir, pas pour faire illusion, juste pour l'équilibre. Cette fois, l'espace était pour moi, un espace que je n'avais ni emprunté ni mendié. Le premier repas que j'ai pris fut simple, une soupe de tomates rôties, du pain croustillant encore tiède, un verre de vin rouge que j'ai gardé pour une occasion. C'est soit-là qu'était l'occasion. J'ai mangé lentement, sans téléphone, sans télé, juste avec moi-même, et le son lointain du vent contre les volets. Dehors, le ciel était pâle, tirant vers l'ardoise. Le genre de ciel qu'on ne remarque pas quand encore partout. Mais moi, je l'ai regardé longtemps, le bol encore tiède entre mes mains. Et dans ces silences remplis d'air propre, j'ai senti que quelque chose se posait enfin. Une forme de paix. Pas une paix venue du pardon ou d'un retour à la normale. Une paix venue du renoncement à se battre pour une place que l'on devrait avoir sans demander. Camille appelait encore de temps en temps. Sa voix changeait selon les jours. Parfois tendre, parfois inquiète, parfois sèche, comme si elle testait une autre version d'elle-même à chaque message. Mais je ne répondais plus. Je n'ignorais pas. Je choisissais, et ces choix me nourrissaient bien plus que ces excuses tardives. J'envoyais toujours des cartes aux enfants. Pas de cadeaux, pas de billets glissés. Juste mes mots, de ma main. Parce que l'amour n'est pas une transaction. Et parce que je voulais qu'ils sachent que, même dans la distance, j'existais. Je continuais à trier mes affaires, à alléger mes étagères. Je visualisais la petite maison au bord de la mer, celle avec le jardin, celle avec le fauteuil près de la fenêtre. Elle n'était pas encore à moi, mais elle faisait déjà partie de mon avenir. Et un matin, en posant ma tasse sur ma nouvelle table, j'ai compris que je n'attendais plus. Je ne guettais plus une place dans leur monde. J'étais en train de construire le mien. Et cette fois, la seule invitation dont j'avais besoin était la mienne. Quelques semaines plus tard, en rentrant d'une promenade, j'ai croisé ma voisine, Mireille, sur le trottoir. Elle m'a salué chaleureusement, puis, après un bref échange sur le froid et les jours qui rallongeaient, elle m'a invité à dîner le samedi suivant. Rien de sophistique, juste quelques amis, un pot au feu, un verre de vin. Venez, que nous ferait plaisir. J'ai failli dire non, par réflexe, mais quelque chose en moi a répondu avant que ma bouche ne le fasse. J'ai accepté. C'était la première invitation depuis des années qui ne venait pas de Camille, pas de sa famille, pas d'un cercle où ma place dépendait de ma générosité. Le samedi soir, je suis arrivée chez Mireille avec un petit bouquet de jonquilles. Elle m'a accueilli comme si elle m'attendait depuis toujours. Autour de la table, il y avait 3 autres femmes de mon âge. Un homme plus jeune, timide, qui enseignait la littérature au lycée du coin, et un petit chien qui s'endormait aux pieds de chacune. Ce n'était ni bruyant, ni sophistique. C'était vivant. On a parlé de livres, de cuisine, de souvenirs. À un moment, la conversation a glissé sur les familles. L'une des femmes a raconté comment,
Son fils avait déménagé à Montréal sans prévenir. Une autre a murmuré qu'elle ne voyait plus sa fille depuis 2 ans. Les têtes ont hoché, compréhensives. Il n'y avait pas de jugement, juste des silences solidaires. Je n'ai pas raconté le dîner, pas celui que j'ai vu par la fenêtre, pas les années de service invisibles, mais dans mes réponses, dans mes regards, quelque chose est passé, et j'ai senti, pour la première fois, que je n'étais ni faible, ni seule, ni en train de perdre, j'étais en train de me retrouver. Quand je suis rentrée ce soir-là, la maison m'a accueilli autrement. Elle n'était plus un refuge pour la peine. Elle devenait un lieu d'accueil pour moi-même. J'y repense à toutes les fois où j'avais été mise de côté avec douceur. Le genre d'oubli qui ne fait pas de bruit, mais qui creuse. J'y repense aux cadeaux faits en silence, aux plats posés sans qu'on m'attende, aux messages restés sans réponse. Et j'ai su, au fond de moi, que je ne voulais plus mendier la reconnaissance. Je ne me battais plus pour être utile, j'apprenais à être simplement présente, et dans cette présence nouvelle, j'ai senti une force que je n'avais jamais cherchée, parce que je pensais ne pas y avoir droit. Mais j'y avais droit, depuis toujours. Au printemps, j'ai signé. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas prémédité, mais un matin, j'ai pris le train vers la côte, comme je l'avais déjà fait quelques semaines plus tôt. L'air salé m'a accueilli dès la sortie de la gare. Je connaissais déjà les ruelles, le marche couvert, les volets verts des maisons qui s'ouvrent tous les matins. Tout me semblait familier. Cette fois, j'ai poussé la porte d'une petite agence sans plus réfléchir. La maison était là, celle que j'avais visitée. Celle avec les lavandes en bordure du jardin et le fauteuil près de la cheminée. Les fenêtres donnaient sur un chemin de sable et plus loin, la mer. L'agent m'a dit qu'elle venait tout juste d'être remise sur le marche. J'ai senti quelque chose en moi dire oui, doucement, mais avec certitude. Je n'ai demandé conseil à personne. Je n'ai pas annoncé la nouvelle. J'ai simplement rempli les papiers, transféré les fonds, et pris les clés quelques semaines plus tard. Le jour où je suis entrée avec ma propre clé, il faisait grand soleil. J'ai ouvert les fenêtres en grand. Les entrées le vent, le sel, les mouettes. J'ai posé une vieille nappe sur la table, et quitté une pot de basilic et un livre neuf à la librairie du port. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas partie pour fuir. J'étais partie pour vivre autrement. Camille m'a appelé une fois après cas. Une seule, je n'ai pas répondu. Elle a allé son message, plus long que d'habitude, hésitant. Elle parlait d'un week-end, des enfants, de vacances, mais cette fois, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni espoir, juste une distance nette, naturelle, comme une fille qu'on a enfin posée au sol après l'avoir tirée trop longtemps. Je ne dis pas que je n'aime plus ma fille. Je dis seulement que j'ai arrêté de m'oublier pour qu'elle se sente mieux. Le soir, je dîne seule, parfois avec un verre de vin, parfois avec un bol de soupe. Je mange lentement. Je lis. J'écoute le bruit de la mer qui frappe les rochers plus loin. Et à cette petite table ronde que j'ai fait livrer il y a peu, je me sens entière. C'est n'est pas l'histoire d'un abandon, c'est l'histoire d'un recentrage. Je n'ai plus besoin qu'on me fasse une place. Je me suis construit un lieu où je peux exister sans permission, sans compromis, sans masque. Je suis Geneviève Lemoyne et j'y trouve ma place, ma vraie table, ma maison.